L'histoire se passe en Inde, où foisonne une mosaïque de peuples, de cultures et de savoir-faire. C'est l'histoire d'un homme né à Venise qui, en 1993, quitte du jour au lendemain la France pour le continent indien. C'est l'histoire de cet homme qui, dans ses ateliers de broderie, travaille avec les plus grands noms de la haute couture. C'est l'histoire de Maximiliano, qui milite avec passion pour donner aux brodeurs une vraie place dans la société indienne. Mon métier est pas facile à définir. Je dis toujours que je suis un chef d'orchestre entre l'Inde et la France, mais de manière beaucoup plus terre à terre, je suis brodeur. Après des études de stylisme, et alors qu'il se destinait à travailler dans un studio de mode à Paris, Max fait un premier voyage en Inde. Il y découvre un artisanat exceptionnel, tombe amoureux du pays et fasciné, décide d'y faire sa vie. Je suis allé voir le tissage à Varanasi, je suis allé voir la broderie à Bombay, le block printing à Jaipur, le tie and dye dans le Gujarat, et je me rends compte finalement que de tous ces savoir-faire, celui qui est sans limite, c'est vraiment la broderie. Tout d'un coup, la broderie ouvre un champ de possibilités que les autres savoir-faire n'ont pas. En Inde, la broderie a depuis l'Antiquité laissé son empreinte. Chaque région a son écriture. Ses dessins sont aussi variés que la culture indienne. Les brodeurs indiens excellent dans cet art d'appliquer une décoration à travers un fil sur différents supports et élèvent ce savoir-faire à l'apogée de cet art créatif. Si cette activité est assurée par les femmes pour des usages personnels, le métier de brodeur est effectué par des hommes. Bombay, la porte de l'Inde. Au début, elle n'avait pas de nom. Les pêcheurs la baptisèrent Mumba, en référence à une divinité, puis les Portugais Bombaim, bonne baie. Mumbai, Bombay, a eu depuis le temps de se forger son identité. Posée sur la mer d'Oman, le long de la côte ouest, elle est aujourd'hui une immense mégapole. Capharnaüm urbain, la ville est embouteillée à toutes les heures du jour. Max, coincé dans sa voiture, utilise ce temps précieux pour travailler. Allô? Tu travailles dur, j'espère, hein? Oui, il est vachement beau. Et ce que je vais faire peut-être, c'est que je vais lundi matin, je t'envoie les photos des échantillons. Ça part lundi, tu l'auras mercredi matin. Depuis 23 ans, Max s'engage pour pérenniser la profession de brodeur en Inde. Aujourd'hui, ces brodeurs collaborent avec les plus grands noms de la haute couture internationale. Max revient de Paris avec dans ses bagages les dernières créations d'un grand couturier qui seront à broder pour son prochain défilé. Comment ça va? Tout va bien? Moïse, celui-ci là-bas. Celui-ci là dans le coin. Cette pièce est urgente. C'est notre priorité numéro 1. On prépare un autre cadre. Celui-là, enlève-le, mets-le là-bas. Celui-ci, ferme le cadre sur une partie. On brode des paillettes noires de 3 mm et des micro-baguettes noires ici. Que des micro-baguettes. Dans l'atelier, les hommes travaillent en silence, bercés par le bruit des ventilateurs.
Ils cousent paillettes, perles et rubans selon 2 techniques. La broderie Zardozi, la broderie à l'aiguille. Et la broderie Hari, la broderie au crochet. La broderie fine que l'on connaît aujourd'hui est la broderie perse. Au XVIIe siècle, son développement est encouragé par les empereurs moghols et c'est sous leur autorité que de nombreux artisans perses se sont installés en Inde. Ce déplacement de population de Perse vers l'Inde amène tous ces artisans musulmans vers Agra. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, la majorité des artisans qu'on peut considérer comme les artisans d'art indiens sont musulmans. 98% des brodeurs que nous employons sont musulmans. Un tout petit pourcentage est hindou. Autour du métier, les brodeurs travaillent ensemble et manient le crochet en prenant soin d'être en parfaite harmonie. Aujourd'hui, dans l'atelier, il y avait déjà 24 brodeurs et on sera à 50-60 brodeurs. C'est la taille d'un atelier parisien. Sur ce projet, on va être à une moyenne de 360 heures de broderie par modèle. Heureusement que c'est en morceaux parce que sinon on n'y arrivera pas. Les robes arrivent dans l'atelier par morceaux, haut, bas, manches, dos, pour permettre aux brodeurs de travailler. Une fois brodée, chaque partie de robe est envoyée à Paris pour être assemblée avant le défilé. En 1993, Max fait la connaissance d'Azzedine Alaïa et travaille avec lui dans son atelier parisien. Cette rencontre a changé radicalement le cours de sa vie. En 92-93, Azzedine, c'est le dieu de la mode. Tout le monde veut travailler avec Alaïa. Tu te dis, tu peux travailler avec beaucoup de gens, mais tu n'arriveras jamais à travailler avec Azzedine Alaïa parce que tu n'arriveras jamais à travailler avec le Dieu. Tout d'un coup, Dieu te dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas travailler avec moi? Waouh! C'est 4 années que je vais partager avec Azzedine, jour et nuit, à travailler, à réfléchir, à comprendre, à créer, à essayer, à défaire, à refaire, à débâtir, à rebâtir, vont être essentiels pour moi, puisque je vais comprendre que finalement, il ne faut pas faire de compromis. Et si tu es capable de tenir un cap, eh bien, tu es capable d'arriver à un territoire qui va être ton territoire. C'est lui qui me dit en 97 cette phrase, « Tu n'es pas un grand styliste, mais tu es un grand décorateur de robes. » Et tout d'un coup, cette idée d'être décorateur de robes, ça me plaît. Le 1er mars 98, j'ai pris un aller simple pour Bombay. Depuis une dizaine d'années, la ville de Bombay se transforme de jour en jour. Aujourd'hui, elle est peuplée de plus de 15 millions d'habitants, dont 50 000 brodeurs. La majorité d'entre eux vivent et travaillent dans les 600 ateliers en plein cœur de la ville, dans ce qu'on appelle le quartier musulman. D'ici 5 à 10 ans, les brodeurs seront contraints de quitter la ville, poussés par l'inflation immobilière insoutenable. Dans certains quartiers, les prix peuvent atteindre entre 20 000 et 30 000 euros le mètre carré. À Bombay, 2 mondes cohabitent, mais pour combien de temps? Traditionnellement en Inde, tout est organisé par marché spécialisé. Le marché de Paitani est celui qui alimente tous les ateliers de Bombay. On y trouve de tout, perles, paillettes, rubans, sequins. Max y vient pour s'inspirer de matières nouvelles.
C'est ça ce que je cherche. Montrez-moi tout ce que vous avez dans cette teinte. Celle-ci est intéressante. Qu'est-ce que c'est que cette pierre? C'est comme un petit coquillage, rond. Et vous l'avez dans toutes les couleurs? Celle-ci est bizarre, mais on ne sait jamais. Ils sont fous, hein, parfois, regarde. Il y a quelque chose quand même, là. Gimme. Donnez-moi-en 2 comme ça. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais bon. Ce modèle, je l'ai dans plein de teintes, si vous voulez. Oui, je sais, vous faites toutes les couleurs. Oui, toutes les couleurs. Je sais pas quoi faire avec, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on comprend plus tard ce qu'on peut faire, parfois. 25 grammes. 25 grammes. Vous avez préparé l'autre, celui que je vous ai donné? Ah, très bien. Vous l'avez mis de côté. Magnifique. Oh, yeah, it's here. Celui-là, je le prends. This one I want. Montrez-moi tout ce qui peut m'intéresser. Vous voulez dans les tons blancs? Oui, oui, montrez-moi. La couleur est bien. On prend 50 grammes. Hein? Chalo. 50 grammes of each. 50 grammes de chaque. Je crois que... Vous voulez voir le caviar? Caviar? Du caviar? Du vrai caviar? Non, 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 non. Si c'était du vrai caviar, vous sauriez me parler. Voyons ça. En effet, ça ressemble du caviar. La perle de verre est écrasée sur une face. Sauf que ça coûte 200 € les 400 grammes. C'est très cher, mais je vais en prendre quand même. Oui, quelques noirs, je verrai si je peux en faire quelque chose. C'est cette taille-là ou plus gros? Celle-ci, c'est quelle taille? La taille standard. Alors une taille standard et une plus petite pour le moment. Donnez-moi-en 50 grammes et on verra si on peut l'utiliser. Au départ, on me disait que les brodeurs ne bougeraient jamais du quartier musulman. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais installé le tout premier atelier dans le quartier musulman. Et ensuite, j'ai compris qu'il ne fallait surtout pas écouter ce qu'on me disait et que tout était possible. Si je voulais construire quelque chose qui soit durable, il fallait absolument sortir de ce quartier. Sortir d'une mentalité qui est très très particulière. La mentalité des ateliers de Bombay où les brodeurs vivent, dorment, travaillent dans le même espace. Voilà, et ça pour moi c'était pas possible. C'est une ville qui donne beaucoup, mais c'est une ville vampire. C'est pour ça que je suis content qu'on rentre à l'atelier, parce que l'atelier c'est quand même un endroit privilégié où on peut se protéger de la ville. Entouré des gratte-ciel symboles de l'Inde nouvelle, l'atelier est situé à Shakti Mills dans le quartier de Mahalakshmi, en bordure du quartier musulman. Ce secteur regroupait les usines de textiles où l'on tissait le coton. Même si aujourd'hui les brodeurs pratiquent leur art, comme au XVIIIe siècle, leur statut évolue. Il y a une tradition en Inde où l'artisan est payé à la journée. Encore aujourd'hui, dans le quartier musulman, les brodeurs sont payés à la journée, à la semaine. Et en 2005, je décide de complètement casser ce système, de complètement arrêter ce système et mes brodeurs deviennent de vrais employés. Ça n'a pas été facile, puisque même eux ne comprenaient pas finalement qu'est-ce que ça voulait dire que d'être salarié. Être salarié, c'est-à-dire avoir une sécurité sociale, cotiser à une retraite. Tout ça pour eux était très étrange. Il faut savoir que les brodeurs musulmans en majorité n'ont pas de compte bancaire. Donc on leur a ouvert un compte bancaire, on les a en quelque sorte rentrés dans le système. Une majorité d'artisans et de fils d'artisans décident de ne pas continuer. C'est plus simple aujourd'hui d'être chauffeur de taxi à Bombay que d'être brodeur. Il faut absolument pouvoir garantir aux brodeurs une continuité, de façon à ce que dans cette continuité, ils continuent à apprendre, ils continuent à se perfectionner et ils puissent eux-mêmes ensuite devenir entrepreneurs.
Les sociétés indiennes, généralement, sont très structurées, très encadrées. Et donc, une fois qu'un poste vous a été défini, on ne sort pas de ce poste. Ici, c'est absolument pas le cas. Moïse, c'est mon chef d'atelier avec qui j'ai débuté. Donc, ça fait bientôt 18 années qu'on travaille ensemble. Il a une formation de brodeur, bien évidemment. Et une vraie compréhension, un vrai dialogue et un vrai respect mutuel entre Moïse et moi. Il arrive à comprendre mon goût, il arrive à comprendre les directions que je donne. On s'équilibre. Voilà. Entre moi qui suis la tornade dans l'atelier et lui qui est extrêmement calme, eh bien ça balance les choses. Nice, beautiful. Très bien, très beau, vraiment très beau. Yeah, very beautiful. तो जैसा उन्होंने किया वैसा ही होगा सेम Avantika, c'est ma première collaboratrice. C'est quelqu'un qui a une vraie passion pour la création. Voilà, je peux dire à Avantika de s'asseoir pendant une semaine avec les brodeurs et elle va se mettre à faire des recherches. Donc elle est autant passionnée que moi par le foisonnement des possibilités créatives que la broderie peut donner. J'ai un diplôme en stylisme et création textile. Ici, c'est mon premier travail. Les couleurs se mélangent bien avec les patchs. C'est une très bonne idée. Si j'ai besoin de penser une création quand je suis en Europe, c'est Avantika que je vais appeler, à qui je vais expliquer et je sais qu'elle va mettre en route le développement. Je l'assiste dans la recherche et la conception d'échantillons quand on nous demande de nouveaux modèles. J'aime surtout la recherche. Ça me détend quand je suis stressée ou quand j'ai beaucoup de travail. Si on crée un nouveau modèle, je suis contente. On pourrait croire que c'est difficile de travailler avec autant d'hommes musulmans et d'hommes hindous aussi, et que ça pourrait être problématique. Mais je me suis affirmée et je n'ai jamais eu aucun problème jusqu'à présent. Dans l'équipe managériale, on a aussi bien des hindous que des musulmans. Moïse est musulman, elle est hindoue. Et pour moi, ça n'a jamais été un problème d'avoir ce mélange culturel, ce mélange religieux au sein de l'atelier. Tu ne devais pas reprendre dans l'autre sens, commencer par ce côté? À partir d'où? Depuis la jupe. Ça serait mieux puisqu'il n'y aurait pas de raccord. Non, c'est pas pareil. Ça va peut-être prendre plus longtemps que prévu. On peut le faire de bas en haut, mais pas dans l'autre sens. Non seulement cette cohabitation, elle est en paix, mais en plus, cette cohabitation, elle est enrichissante. Le point de vue d'un collaborateur hindou, le point de vue d'un collaborateur musulman, de par leur histoire, est différent. Je vais pouvoir mélanger ce dialogue et ensuite prendre une décision. Mon problème, c'est le nombre d'heures qui me reste pour faire les broderies. On est en train de calculer. Il faut que je finisse, tu vois ce que je veux dire. Et t'as encore autre chose à m'envoyer ce soir? Ok, d'accord. Il faut arrêter les envois, ça sera plus prêt pour le défilé. D'accord, ok. Ok, parfait. Très bien. Bon. Je te tiens au courant. À plus tard. On est mal, hein. On est mal, il va falloir faire un miracle, je ne sais pas comment on va faire, on va voir. L'épreuve est quotidienne depuis 23 ans, l'Inde se mérite chaque jour. C'est pas juste l'Inde se méritait au début et ensuite tout d'un coup, hop, l'Inde t'arrive sur un plateau et l'Inde est servie à table. Absolument pas, l'Inde c'est tous les jours. Tous les jours, c'est une remise en cause. Tous les jours, il faut être alerte, vérifier que le temps de l'Inde correspond au temps de la mode en Occident. On démarre par le blanc avec une première pièce et on sait qu'on a 12 pièces à faire. Le temps indien n'est pas une ligne.
Le temps indien, c'est une roue. C'est une roue avec un éternel recommencement. Alors que dans un rythme de mode et dans un rythme de collection, on doit voir quand même les choses de manière beaucoup plus linéaire, puisque nous avons des objectifs à 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Le temps indien qui n'est pas le même à Bombay, à Lucknow, à Jaipur et dans le sud de l'Inde, c'est pas le même pour les hindous, c'est pas le même pour les musulmans. J'ai l'impression parfois, tu sais, que je suis le métronome. Je balance le temps entre l'Inde et l'Occident. Comment vas-tu? Content de te voir. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. Pour ce genre de soirée. J'étais à New York, à Miami, à Paris, à Londres, à Bruxelles, encore Paris et je suis rentré ce matin. Oui, c'est assez cool. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Tu voyages trop. Tu n'as pas vu dans ta boule de cristal que je voyageais tout le temps? Max vient souvent faire des visites éclairs à Lucknow. La ville a toujours été un centre de broderie très actif. Foyer de la culture chiite en Inde, Lucknow est situé dans la vallée du Gange, à plus de 1400 km de Bombay. Au XVIIIe siècle, elle devient le phare culturel de l'Inde du Nord, sous l'influence des nababs d'origine perse, qui attirent alors de nombreux artistes et artisans. Aujourd'hui, cette belle endormie semble avoir été oubliée au profit de Bénarès, sa célèbre voisine. Depuis son arrivée en Inde, Max travaille au quotidien pour faire évoluer le rôle des brodeurs indiens et cherche toujours à replacer ce savoir-faire dans le registre de l'excellence. Les brodeurs sont essentiellement originaires du golfe du Bengale et de l'Uttar Pradesh. Ils se sont déplacés sans leur famille pour aller à Bombay dans les ateliers. C'est le cas de certains brodeurs qui travaillent avec Max. En Inde, l'élément fondamental reste la famille. Le déracinement est une épreuve. Il y a tout juste 1 an, Max a relevé un nouveau défi. Il a ouvert un atelier à Lucknow afin de permettre à 20 de ses brodeurs de rentrer chez eux. C'était un pari risqué pour eux de se dire « Bon, on était installé à Bombay depuis quelques années, on va retourner dans la famille. » Il n'y avait aucune raison pour que si un brodeur pouvait être professionnel à Bombay, il ne le soit pas à Lucknow entouré de sa famille. Et aujourd'hui, le succès de ce projet pilote confirme cette intuition. On est en train de faire les essais de technique pour la production qui va démarrer dans exactement 3 jours. Et donc, depuis 2 semaines, ils s'entraînent pour ce modèle. C'est pas que ce soit des paillettes très compliquées, mais c'est un peu comme une portée de musique, il faut que ce soit parfait. Le plus important, c'est enseigner l'exigence. En faisant, défaisant, refaisant, arrêtant, on annule, on recommence. Là, tout d'un coup, le brodeur comprend que, ouf, s'il ne veut pas que redéfaire au bout de 10 heures ce qu'il vient de faire, eh bien, il vaut mieux qu'il aille lentement et qu'il pense la broderie qu'il est en train de faire.
000 heures de broderie, 28 200 heures. Si un brodeur devait faire toute cette production, ça lui prendrait 3120 jours de broderie. C'est-à-dire presque 9 ans. Lorsque son emploi du temps le lui permet, Max aime faire une pause dans l'ancien quartier européen, la Résidence. En 1857, la Résidence a été l'objet d'une guerre impitoyable entre Indiens et Anglais. Des pans de murs portent encore les impacts des balles. L'effervescence de la ville ne semble nullement troubler la quiétude du lieu. Tu pourrais presque entendre la musique qui était jouée dans ces maisons. Tu sens quelle était la vie de ces officiers anglais et de leurs familles dans cette résidence. Et tu sens la lutte qui a eu lieu entre les deux cultures, entre ces Indiens nationalistes de l'époque et ces officiers anglais pour se libérer les uns des autres. Chaque pierre, chaque arbre, chaque moment rappelle un morceau d'Italie. C'est la Via Appia, c'est le Foro Romano à Rome, c'est les petites ruelles de Venise. On est vraiment à la jonction, au carrefour de ma civilisation de naissance et cette civilisation d'adoption. On est vraiment bien ici, vraiment bien. C'est vrai que j'ai moi-même toujours été entre deux cultures. J'ai toujours été entre la culture italienne et la culture française, et entre la culture occidentale et la culture indienne. Et je pense que ce que j'ai trouvé en Inde, c'est justement une addition, c'est un complément à la culture européenne. Le lien entre ici et finalement l'Italie d'où je viens, c'est que l'Italie, c'est ce très beau musée à ciel ouvert. D'accord, c'est ces vestiges, c'est ce passé qui est omniprésent. Et l'Inde, c'est un peu tout le contraire. Toujours un passé extrêmement glorieux, mais avec une jeunesse intense qui se construit un futur, un pays qui est en permanence en devenir. Dans l'atelier de Bombay, les dessinateurs sortis des meilleures écoles de design se concentrent sur leurs tâches. Le dessin de broderie, c'est pour moi la partie la plus importante parce que si le dessin n'est pas bon, eh bien on sait que la broderie sera mauvaise. Je pense qu'on va devoir le refaire. Quand le calque est prêt, on va venir transpercer le calque. Si le motif est très petit et très précis, on doit le faire à la main. Donc ça peut prendre des heures, ça peut prendre des journées, ça peut prendre une semaine de travail entre le début du dessin et le moment où le calque est prêt à être imprimé. Une fois que le calque est prêt pour impression, eh bien on le prépare sur le tissu et on va l'imprimer avec la poudre de craie qui aura été mélangée avec de l'eau et avec un peu d'essence de térébenthine pour que cette poudre puisse marquer le tissu et ensuite s'évaporer immédiatement. Il faut que le calque bouge le moins possible de façon à ce que la ligne de broderie soit la plus précise possible. C'est une technique extrêmement artisanale. We go. Voilà. Et là, le motif est imprimé et prêt à être mis sur le métier du brodeur. Thank you, Sonu. Comme on dit, il n'y a plus qu'à faire. En Inde, les hommes brodent à même le sol. L'étoffe est tendue sur un lit de camp appelé le katia. En Europe, les femmes brodent à main levée, assises sur une chaise.
L'attitude et la gestuelle ne sont pas interchangeables entre l'Orient et l'Occident. Pour mettre au point les échantillons, Avandika se rend chez le teinturier afin d'obtenir la couleur parfaite entre l'étoffe et le fil. C'est tous le même tissu? Oui, c'est tous le même tissu. 1, 2, 3. Ce bleu-là. Ça me paraît bien. Les teinturiers peuvent aussi teindre perles et paillettes, mais la couleur ne tient pas. Max n'utilise pas ce savoir-faire car sa broderie nécessite une qualité de perles irréprochable. Bonjour Moïse, je serai de retour au bureau dans 30 minutes. En ce moment, j'ai des envies de motifs beaucoup plus graphiques, beaucoup plus, je dirais, urbains, citadins. On verra bien. J'essaie. C'est fondamental qu'on soit non seulement techniquement au point, mais que créativement, on puisse aider à la réflexion à travers la mise au point d'échantillons de recherche. Et j'espère que ça va déclencher une envie chez le créateur. C'est un vrai dialogue. C'est un vrai dialogue. Parfois, j'ai la réponse. Donc, parfois, je sais exactement ce que je veux. Et parfois, c'est eux qui apportent la réponse. C'est ça qui est beau dans le dialogue avec l'artisan, quel que soit le domaine d'ailleurs, quel que soit le domaine de savoir-faire. C'est le dialogue entre la création et la main. Et comment la main va transposer ou va transfigurer l'idée qu'on projette. Le parc Oval Meydan est situé entre la mer et l'atelier. Des hectares de pelouse entourés d'immeubles cossus, de la tour de l'horloge et de l'université. C'est l'un des seuls parcs au centre de la ville. Ce parc est le lieu privilégié des manifestations populaires. On y joue au cricket, sport national hérité de la colonisation britannique.
Moïse, Moïse, combien d'heures on a fait? 430. 430. Eh ben, 430 hours. 430 et c'est toujours pas fini. And still going on. Next one will do better. Faut que je sois sûr que ce qui arrive de l'autre côté du monde soit parfait. Bon, là, ce sera pas vraiment parfait parce que l'envers est pas aussi beau que l'endroit. De toute façon, il y a un moment où il faut s'arrêter. Ok. Voilà. Yeah, remove. Voilà, on retire ça Remove all those. et on retire tout ça. C'est prêt, c'est plus une broderie, c'est plus une maille, ça devient une matière à part entière. Ça devient comme une véritable seconde peau. J'ai cru que cette robe noire, on n'y arriverait pas vraiment. Elle est entièrement recouverte de paillettes. Paillettes de 3 mm. Parce qu'évidemment, ça aurait été plus simple avec des paillettes de 5 mm ou de 6 mm, mais le maître a choisi des paillettes de 3 mm. C'est ce qui explique aussi le temps de broderie. 430 heures de broderie en une semaine. Et en plus, le jour de la demi-finale de cricket. Les gens ne se rendent pas compte les sacrifices que font les Indiens. Bablou, ciao. Bablou, arrête. Ils finiront à Paris où on n'a plus le temps. Les 26 brodeurs qui ont travaillé entièrement sur cette collection, et bien maintenant, c'est à eux de récupérer, c'est à eux de reprendre le souffle et revenir à un rythme normal. Après l'agitation de ces dernières heures, les brodeurs musulmans reprennent peu à peu leur force. Leurs collaborateurs hindous, quant à eux, profitent de ces moments de repos pour fêter Holi, la fête des couleurs. Les premières années de sa présence en Inde, Max a séjourné à Jaipur, capitale de l'État du Rajasthan dans l'Inde du Nord. On la surnomme la ville rose, couleur de l'hospitalité. Jaipur est un important centre artisanal. Ses savoir-faire sont reconnus dans le monde entier. On y trouve de tout, des pierres précieuses au textile. Max vient régulièrement s'y ressourcer. L'air est plus doux qu'à Bombay et le rythme moins frénétique. Après 20 ans en Inde, Max a créé un endroit qui lui ressemble. Un laboratoire d'expérience où les jeunes designers indiens exposent leurs dernières créations. Ce que j'ai voulu faire, c'était d'appliquer un savoir-faire extrêmement traditionnel, qui était la broderie zardozi, sur une matière, elle aussi très traditionnelle, qui était le bois, et de marier les deux alors qu'on n'avait jamais pensé à les marier. L'idée, c'était vraiment de dire, j'aimerais broder du bois, sortir du textile classique et broder d'autres matières qui, a priori, ne peuvent pas être brodées. Il faut absolument pousser artistes, designers, créateurs et artisans à travailler encore plus main dans la main. L'artiste est capable d'avoir une vision et l'artisan, parce que l'artiste
va lui transmettre cette vision, va être capable de surpasser le côté technique et va donc trouver la solution pour réaliser cette vision. Voilà pourquoi les deux sont essentiels. C'est vraiment les deux mains d'un même corps. Max soutient les artisans et aussi les artistes. Dans le quartier des sculpteurs, il rend visite à Prashant Pandey, un jeune artiste indien contemporain qui expose sur la scène internationale. Il accueille Max dans l'atelier de sculpture de son père et de son grand-père. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Comment va la famille? Bien, tout va bien. Et le bébé? Très bien, c'est un vrai coquin. Ton fils sera la 4e génération de sculpteurs, exact? Oui, c'est ça, la 4e génération. Moi, je suis la 3e. C'est la tradition, il sera la 4e génération d'artistes. Ça, ce sont les nouvelles sculptures pour le temple. J'adore. Celle-ci est vraiment magnifique. Les créations de Prashant sont présentées dans sa galerie à 2 pas de l'atelier familial. Tu as été mon premier acheteur pour ma première exposition. C'était mon tout premier travail. Personne ne pourrait imaginer que ce sont des mégots de cigarettes. Oui, on dirait un tapis, une tenture ou des fleurs. Ça ressemble à une lune magnifique. Max soutient les artistes indiens, mais son destin est lié à celui des artisans. Il a toujours milité pour redonner à ces femmes et à ces hommes une réelle confiance en leur savoir-faire. À Lucknow, Max est soutenu par le chef du gouvernement de l'Uttar Pradesh pour un projet pharaonique. Ensemble, ils s'engagent à créer une fondation pour la valorisation du métier de brodeur. L'artisanat et les artisans font partie de la tradition indienne. Au sein d'une famille, le père a un métier et il le transmet à son fils. La transmission familiale se perpétue. J'ai envie d'encourager la formation et pour ça, nous devons les accompagner financièrement. On ne parle pas de quelques personnes. Ce sont des millions d'artisans qui sont concernés. Pour ce projet, l'État lui fournit un lieu situé au centre de la ville. Ça va être ici, avec une des entrées principales sur le côté, là. Une autre entrée en face de nous et une autre partie où tu peux entrer par l'arrière. Wow. La fondation est née d'une volonté de reconnaître le savoir-faire des brodeurs. Donc, comment revaloriser ce savoir-faire et comment leur permettre d'être mieux reconnus par la société indienne. Incredible, non? L'idée centrale de la fondation, c'est d'être capable de délivrer un certificat aux brodeurs, également de réussir à définir un salaire minimum associé à ce savoir-faire. Ah oui, spectacle, non? Look at the beauty. Même si la fondation va former, va éduquer, va délivrer un diplôme à ses brodeurs, il faut absolument que les brodeurs qui passent par l'école, par le centre d'excellence, soient eux-mêmes le relais d'enseignement auprès des brodeurs dans l'Uttar Pradesh. Ici, avec le Chief Minister, on s'est engagé à avoir un impact sur un minimum de 100 000 personnes. Careful, to the door. Si ce savoir-faire n'est pas protégé, soutenu, développé et maintenu à niveau d'excellence, eh bien, il sera perdu à tout jamais. Je suis convaincu que le jour où ces savoir-faire disparaissent d'Inde, eh bien, ils n'existeront plus sur la surface de la Terre. C'est fini.
De retour à Bombay, Max vient dans le quartier musulman rendre visite à son maître qui lui a appris la broderie. Originaire de Lucknow, Liaquat est considéré comme l'un des brodeurs les plus créatifs de Bombay. Bonjour Liaquat, comment vas-tu? Tout va bien? Tout va bien. Tu as 44 ans? Oui, 44 ans. Tu en avais 22 quand tu es arrivé en Inde. Le temps file. Maintenant, tu grisonnes. J'ai envie de faire de la broderie encore une dizaine d'années. Au minimum. Oui, 10 ans minimum. Allez, 20 ans au moins. Tu es toujours jeune, moi aussi, on a bien 20 ans devant nous. Au cours des 10 prochaines années, il faudra inventer tous les jours. C'est comme ça que le travail est amusant. C'est notre responsabilité de créer des équipes de brodeurs à Lucknow. Si ces équipes existent à Bombay, on peut les créer aussi à Lucknow. Je veux faire quelque chose de nouveau. Si je deviens professeur, mon cerveau va stagner. Je veux développer une nouvelle activité. Mais tu peux enseigner et développer, tu peux faire les deux. Bien sûr, si tu m'y invites. Mais c'est possible si on a du temps. L'artisanat demande du temps, on le sait. Et le projet ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ça ne s'est pas fait comme ça, ni ici, ni dans mon atelier. Si on prend le temps, qu'on travaille dur et qu'on les paye bien, ça peut se faire. Oui, bien sûr. Formation, temps, rémunération, c'est ce qu'il faut. Si on les paye bien, ils travailleront bien. Bien sûr, un salaire et surtout de la reconnaissance. Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre, d'un nouveau défi. Un nouveau défi. Un nouveau challenge. L'acte de broder, c'est le geste qui vient transpercer. Donc tu marques le temps, tu as marqué ton temps. Tu as marqué de ton empreinte quelque chose d'aussi anodin qu'un morceau de tissu. Mais cette empreinte, elle reste et elle ne pourra jamais être enlevée. Elle restera. Dans 10 ans, je serai encore là, en train de broder et de certainement gueuler en disant « mais on est encore en retard, ils ne nous ont pas laissé le temps ». Bon, voilà. Bien sûr, dans 10 ans, je serai encore là. Dans 10 ans, dans 20 ans, ouais, dans 30 ans. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ça, jusqu'au bout. Ça, j'en suis sûr, jusqu'au bout. Avec les brodeurs, nous y arriverons. Je le sais qu'un jour, ces Indiens comprendront enfin le caractère exceptionnel, unique de tous ces gens. Et mettront en place des moyens de pouvoir non seulement soutenir, mais de faire en sorte que quiconque voudra continuer ce savoir-faire aura les moyens de le continuer, trouvera les ressources et sera payé le juste prix.